Let's see what we got. All the way up. Go! Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With a steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that baby. And a foul. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est le podcast où nous explorons ensemble l'histoire des Detroit Pistons et la culture de cette franchise pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans son histoire. Et lors du dernier épisode, on a fait un gros focus sur la carrière de general manager de Joe Dumars. On a pesé ses bonnes et ses mauvaises décisions pour essayer de savoir s'il avait été un grand GM ou si les erreurs qu'il a fait sur la fin lui avaient coûté beaucoup trop cher. Et je dois vous remercier vous tous parce que ça a généré pas mal de discussions entre nous sur Twitter ou en message privé et en fait on n'arrive malgré tout toujours pas à se mettre d'accord. Et en tout cas, lors de mes recherches sur ce podcast, il y a aussi un autre nom qui est sorti, le nom d'une personne qui avait un temps été évoquée pour remplacer Dumars, et c'est ce nom-là dont j'ai envie de parler aujourd'hui, celui d'un autre grand joueur des Pistons, Isiah Thomas. C'est exactement ce qui m'a donné envie de faire ce podcast aujourd'hui. Je me suis dit qu'après avoir parlé de toute la carrière de manager de Dumars, on pouvait en fait revenir sur toute la carrière post-joueur d'Isiah Thomas. C'était Isiah Thomas une idole comme joueur, l'un des tout meilleurs de l'histoire des Pistons, de l'histoire tout court d'ailleurs, et en plus, immédiatement après sa retraite de joueur, il a été sollicité pour faire autre chose et il a eu pas mal de postes différents. Sauf qu'aujourd'hui, malgré toutes ces expériences différentes, en fait, les gens se disent globalement qu'il était nul. En fait, ils ne savent pas trop pourquoi, ils ne savent pas trop comment, ils se rappellent juste qu'il a été nul une fois sa carrière de joueur terminée. Et d'ailleurs, en se préparant ce podcast-là, je suis tombé sur plein d'articles, des dizaines d'articles, qui en fait faisaient des classements des pires décisions d'Isiah Thomas ou de ses plus gros échecs. Donc en fait, je me suis dit qu'on pouvait essayer d'aller voir un peu plus loin, qu'on pouvait regarder chaque expérience dans le détail, voir ce qui a marché, voir ce qui a foiré, en fait, voir s'il est vraiment pas si bon que ça ou s'il y a peut-être des circonstances atténuantes. En fait, je vais vous dire de suite la vérité, il y a une vraie légende autour de Isiah Thomas, le businessman, le dirigeant ou le coach, qui a pris carrément le dessus sur la réalité. Donc nous, en un sens, on va essayer, quand c'est possible, de réhabiliter ça. On va voir que Isiah Thomas, dans son parcours post-carrière, a aussi beaucoup souffert de décisions qui sont hors basket et qu'il a aussi bossé avec d'autres personnes mal avisées. Allez, on commence assez rapidement parce que lui, Isiah Thomas, en fait, il n'a pas profité longtemps de sa retraite. Il met fin à sa carrière de joueur chez les Pistons à la fin de la saison 93-94 et en fait, ça tombe plutôt bien puisque cette même année-là, cette année 94, il y a une toute nouvelle franchise NBA qui est en train de se lancer du côté du Canada. Enfin, théoriquement, il y en a même deux, les Vancouver Grizzlies et les Toronto Raptors. Mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, ce sont les Raptors. Donc pour monter cette équipe, Alan Slate, un magnat des médias canadiens, s'associe avec John Bitove Jr., un autre homme d'affaires canadien. Et les deux hommes sont d'accord, ils veulent Isiah Thomas dans leur projet. L'ancien joueur des Pistons est d'accord de suite et devient general manager de la franchise, mais aussi propriétaire minoritaire. Un mot d'ailleurs sur la gestion des parts des Raptors, puisque ça va être important. Donc en tant que créateur, Slate et Bitove Jr. détiennent chacun 39,5% des parts. Ils sont copropriétaires. Ensuite vient la Scotiabank qui a 10%, Isiah Thomas avec 9% et ensuite plusieurs autres partenaires très minoritaires. Mais en 1996, il y a un désaccord entre Slate et Bitove Jr. sur la construction de la future salle des Raptors. Et comme aucune des deux parties ne veut céder et qu'ils ont tous les deux le même pouvoir de décision, ils sont obligés d'activer ce qu'on appelle la shotgun clause, c'est-à-dire une obligation pour
pour l'un ou l'autre des propriétaires de racheter à l'autre la part manquante, histoire qu'il n'y ait plus qu'un seul patron. Et le 15 novembre 1996, c'est donc Slate qui rachète Beethoven Jr., ce qui lui donne 79% des parts des Raptors et donc le contrôle absolu de la franchise. Et retenez bien ça parce qu'on va y revenir. Mais on repart au début et en tant que caution basket de ce groupe de personnes, la voix d'Isaiah Thomas participe énormément au développement des Raptors. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est donc en 1994 et monter une franchise NBA ailleurs qu'aux USA, eh bien absolument personne n'y croit. Et à la rigueur, ceux qui imaginent ça un peu possible pensent surtout que c'est Vancouver qui a plus de chances de réussir parce que Toronto est clairement considéré comme le pays du hockey. Isaiah Thomas débarque donc, on va dire sans expérience, au Canada avec la mission de vendre à la ville et même à tout le pays d'ailleurs la possibilité de pouvoir jouer au basketball. Et l'image de l'ancien joueur des Pistons va beaucoup servir pour décrocher des contrats et des sponsors. En 2019, lors des finales NBA entre les Raptors et les Warriors, Isaiah Thomas, qui avait été invité par la franchise, se rappelait par exemple avoir fait du porte-à-porte et avoir distribué lui-même des tracts pendant des journées entières juste pour expliquer aux gens ce qu'ils allaient faire avec les Raptors et comment ils allaient le faire. Isaiah Thomas est par exemple de tout le groupe de personnes qui ont imaginé l'iconographie des Raptors. Vous savez, cette espèce de gros dinosaure rouge qui était là d'abord pour intéresser les enfants à la franchise. Et leur idée, c'était d'avoir une mascotte immédiatement identifiable par les plus jeunes, un peu à la manière de Mickey Mouse ou de Ronald McDonald. Isaiah Thomas et les Raptors voulaient un symbole sur lequel ils pouvaient construire et surtout vendre. Parce qu'on est en 1994, les Raptors n'ont pas encore un seul joueur, donc ils doivent trouver des solutions pour commencer à créer un public, une audience. Et puis arrivent les deux drafts 1995, la draft d'expansion le 24 juin et la draft NBA le 28 juin. Pour la draft d'expansion, donc Isaiah Thomas est à la tête des opérations basket des Raptors et il pioche 14 joueurs parmi les non protégés des autres franchises. Donc en gros, il se retrouve surtout avec des 3e ou même des 4e couteaux. Mais la draft NBA, elle est déjà plus intéressante, surtout d'ailleurs qu'elle a lieu à Toronto. Les Raptors, en tant que nouvelle équipe, ont le 7e choix, juste derrière les Vancouver Grizzlies qui se lancent aussi la même année en NBA. Et le choix d'Isaiah Thomas lors de cette draft, c'est Damon Stoudemire, un meneur de jeu d'1m78. Et déjà, lorsque ce choix est annoncé, la foule se met à huer Isaiah Thomas. Mais, contrairement aux Grizzlies qui prennent comme premier choix de leur histoire Brian Reeves, Isaiah Thomas, avec ce choix de Damon Stoudemire, lance immédiatement les Raptors sur les bons rails. Et si je cite Brian Reeves, c'est que, c'est pas notre histoire, mais les Grizzlies, en fait, ils ne se remettront jamais de ce premier semi-raté et ils finiront par la suite à déménager à Memphis. Bref, Damon Stoudemire est de suite le meilleur joueur des Raptors, avec une saison rookie à 19 points et 9 passes de moyenne, ce qui lui vaut d'être élu rookie de l'année en 1996. Et surtout, ce qui est important, c'est que Damon Stoudemire colle parfaitement avec l'image que veulent se donner les Raptors. On le surnomme Mighty Mouse, la super souris, et en fait, grâce à sa taille plutôt dans la normale, il peut facilement se connecter avec les jeunes. Les petits Canadiens, ils peuvent s'inspirer de lui, et en fait, Damon Stoudemire sera le premier joueur à faire passer des enfants du Canada, du hockey jusqu'au basket. Et après ce premier succès avec Stoudemire, Isaiah Thomas montre qu'il a un vrai savoir-faire pour réussir des bonnes drafts. En 1996, l'année suivante, il draft Marcus Camby avec le 2e choix. Et en 1997, 2 ans après, c'est encore mieux, puisqu'avec le 7e choix, il prend le lycéen Tracy McGrady. Et à titre de comparaison, toujours avec les Vancouver Grizzlies, cette année-là, eux, ils prennent avec leur 4e choix Antonio Daniels. Et puis finalement, on arrive au 21 novembre 1997, alors que les Raptors commencent la 3e saison de leur histoire, et c'est la fin de la collaboration entre la franchise et Isaiah Thomas. Il revend ses parts et quitte son poste de general manager. Et pourtant, ce n'était absolument pas son but. Lui, il voulait s'inscrire dans la durée à Toronto. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vous vous souvenez du conflit entre Slate et Beethoven Jr. en 1996. Eh bien, à ce moment-là, Isaiah Thomas a essayé de profiter de la situation pour acquérir lui-même l'équipe
et récupérer le contrôle majoritaire des Raptors. À cette époque-là, Isaiah Thomas est aussi poussé par la presse et par certains des actionnaires minoritaires qui le considèrent en fait, comme le propriétaire idéal vu ses références. Donc Isaiah Thomas tente le coup et malheureusement pour lui, il n'arrive pas à ses fins. Et évidemment, c'est assez facile à comprendre, à partir de ce moment-là, sa relation avec Alan Slate se détériore très vite. Et c'est donc pour ça qu'il quitte la franchise un peu à contre-cœur alors qu'il croyait énormément au potentiel des Raptors. Alors au moment de son départ, Alan Slate, pas trop rancunier, a déclaré qu'Isaiah Thomas laissait derrière lui, sur et hors du terrain, un groupe de personnes brillantes, talentueuses et très engagées. Voilà, c'est un peu triste, la fin de l'histoire un peu brutale entre Isaiah Thomas et les Raptors, et encore plus dommage parce que la saison d'après, Toronto draftera Vince Carter et commencera doucement à faire partie du paysage NBA. Isaiah Thomas quitte son poste pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec le basket. Dans ce cas-là, c'est juste une histoire de gros sous, d'ego entre deux millionnaires et des gens qui essayaient de récupérer une franchise. Et c'est assez important de le dire parce que vous allez voir, ça sera souvent le cas dans les différentes expériences d'Isaiah Thomas. Alors je ne m'attarde pas trop sur son passage ensuite comme commentateur sur NBC et on saute jusqu'en 1999 au moment où Isaiah Thomas passe en mode businessman et rachète la Continental Basketball Association ou CBA. La CBA, c'est une ligue mineure qui existe depuis 1946 et sa particularité, c'est que quasiment depuis sa création, elle s'est établie comme une sorte de ligue expérimentale pour la NBA, en gros une antichambre de la NBA. D'ailleurs, il y a même un partenariat officialisé entre les deux ligues en 1983 pour que la CBA serve officiellement au développement des joueurs et des arbitres de la NBA. C'est de là par exemple où naîtra les 10-day contracts qui donnent la possibilité à un joueur de CBA de signer un contrat d'essai de 10 jours dans une franchise NBA. Bref, en août 1999, la CBA et toutes les équipes qui la composent sont rachetées par un groupe d'investissement dirigé par Isaiah Thomas. Et cette acquisition, elle coûtera quand même 10 millions de dollars à l'ancien joueur des Pistons. Et là, il ne fait pas la même erreur qu'avec les Raptors, il devient le seul et unique propriétaire de la ligue. Mais sinon, rien ne change, la CBA continue d'être la ligue de développement officielle de la NBA. Bon, sinon, il y a quand même plusieurs petites modifications qu'Isaiah Thomas met en place, et notamment des réductions de salaire. Le salaire moyen passe de 1500 dollars par semaine à 1100 dollars, avec comme objectif principal de rajeunir la CBA et de renforcer la mission de développement qu'elle a avec la NBA. Mais justement, de son côté, à cette époque-là, la NBA veut reprendre la main sur le développement de ses joueurs et fait une offre à Isaiah Thomas en mars 2000 pour carrément racheter la CBA. L'offre de la NBA est de 11 millions de dollars plus un pourcentage des futurs bénéfices, mais Isaiah Thomas choisit de ne pas vendre. Et c'est une très très mauvaise décision, puisqu'à peine 3 mois plus tard, en juin 2000, les Pacers appellent Isaiah Thomas pour qu'il vienne coacher leur équipe. Isaiah Thomas est d'accord, sauf que le règlement NBA est clair. Un coach n'a pas le droit de posséder une autre ligue. Et du coup, Isaiah Thomas est obligé de vendre la CBA et rédige le jour même une lettre d'intention expliquant qu'il va vendre sa ligue à la NBA Players Association. Sauf que, de son côté, la NBA a pris acte du premier refus de Thomas en mars et a commencé les démarches pour monter sa propre ligue de développement. Et, hasard du calendrier, lors de ce même mois de juin, David Stern, le commissionneur de la NBA, crée la National Basketball Development League, ou NBDL, que nous on connaît sous le nom de J-League aujourd'hui, et annonce dans le même temps que la NBA arrêtera ses liens commerciaux avec la CBA dès 2001. À partir de ce moment-là, puisque la CBA n'est plus la ligue de développement de la NBA, elle n'a plus aucune valeur. Sauf que le temps est compté pour Isaiah Thomas, qui doit absolument se débarrasser de sa ligue s'il veut coacher dans l'Indiana. Et comme il ne trouve pas d'acheteur, le 2 octobre 2000, Isaiah Thomas place la CBA dans un blind trust. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un blind trust ? Les experts financiers qui écoutent ce podcast me corrigeront si besoin, mais en gros, un blind trust, c'est un fonds de dépôt dit aveugle pour lequel le fiduciaire a tout pouvoir de décision sur la fortune du fiduciant.
et où le fiduciant n'a aucune connaissance des éléments de sa fortune, juste à intervalles réguliers, genre 2 fois par an, sa hauteur totale, mais sans connaître les éléments individuels. Dans notre cas, ça permet à Isaiah Thomas de placer son actif, donc la CBA, dans le blind trust, à qui il laisse toute responsabilité de gestion. C'est une sorte de raccourci pour éviter tout conflit d'intérêts et pour pouvoir devenir le coach des Pacers en accord avec les règles NBA. Sauf que du côté de la CBA, tout est paralysé parce que plus personne n'a accès au compte. Et d'ailleurs, avant de dérouler la suite de la post-carrière d'Isaiah Thomas et de parler de son passage à Indiana, je vais quand même vous raconter comment ça s'est terminé pour la CBA. Le 8 février 2001, en plein milieu de sa saison, la CBA doit s'arrêter. Le Blind Trust, qui pensait trouver un nouveau propriétaire, jette déjà l'éponge, surtout que pendant ce temps-là, la Ligue a accumulé plus de 2 millions de dollars de dettes. Et puisqu'il n'a pas de solution, le Trust revend toutes les équipes à leurs propriétaires d'origine pour $1 symbolique, et le 24 février 2001, la CBA déclare officiellement faillite. Alors plusieurs de ces anciennes équipes essaieront de rejoindre d'autres ligues. Il y aura même une tentative de fusion entre plusieurs ligues mineures fin 2001 pour faire revivre la CBA. Ça durera jusqu'en 2009, au moment où la CBA fermera définitivement ses portes, puisqu'elle ne comportait que 4 équipes au total pour sa dernière saison. Ou tu sors ou je te sors, mais il faudra prendre une décision. Hein? Vas-y, vas-y, viens. Ou tu sors ou je te sors. Hein? Retour sur Isaiah Thomas, qui commence donc la saison 2000-2001 comme head coach des Pacers. Et pour sa toute première expérience comme coach, Isaiah Thomas ne choisit pas du tout la facilité. Indiana sort tout juste d'une finale NBA, la toute première de son histoire, et le coach de cette équipe, vous le connaissez, c'est Larry Bird. Après 3 ans à la tête des Pacers, Larry Bird choisit de ne pas renouveler son contrat, et il faut dire que son équipe était un peu vieillissante, avec Rick Smith à 33 ans et Reggie Miller à 34 ans. Lors de la finale contre les Lakers, les Pacers n'ont jamais vraiment semblé être au niveau, et Bird s'est peut-être dit qu'il était temps d'aller voir ailleurs, surtout que lui, il avait quelques problèmes de santé, surtout au niveau cardiaque. Première expérience de coach, pression de passer après Larry Bird et roster à refaire, donc évidemment, les résultats d'Isaiah Thomas mettent un peu de temps à arriver. Et surtout, il choisit de rajeunir l'équipe en donnant beaucoup de responsabilités aux jeunes, Jermaine O'Neal et Al Harrington dans un premier temps, puis Jamal Tinsley et Ron Artest dans un deuxième temps. Évidemment, tous ces changements font partie d'un processus un peu long et personne n'est surpris de voir que les Pacers ne sont pas aussi efficaces que l'année précédente où ils étaient en finale. Pendant 3 ans, Isaiah Thomas et son équipe perdent 3 fois de suite au premier tour, mais avec des circonstances atténuantes les 2 premières années, puisqu'ils ont perdu contre les futurs finalistes NBA en 2001 contre les Sixers et en 2002 contre les Nets. Et la 3e année d'Isaiah Thomas comme coach aux Pacers est à la fois la plus intéressante et aussi la plus décevante. Indiana fait sa meilleure saison de l'ère Thomas. Les jeunes commencent à prendre de l'ampleur, Jermaine O'Neal et Brad Miller sont All-Stars, et d'ailleurs au moment du All-Star Break, les Pacers ont tout simplement le meilleur bilan de la conférence Est. Avec ces bons résultats, Isaiah Thomas a donc l'honneur d'être le coach de la conférence Est au All-Star Game, et pour la petite histoire, l'Est perdra 155-145 lors de ce match après une double prolongation. Mais le problème, c'est que ce break va totalement couper l'élan des Pacers. Indiana termine avec seulement 14 victoires pour 19 défaites sur la fin de saison et finit à une 3e place qui est quand même assez décevante vu leur parcours. Les Pacers affrontent les Celtics 6e et dans la lignée de leur fin de saison un peu pourrie, ils perdent 4-2, donc encore une fois au premier tour. Mais bon, on se dit qu'un échec ça arrive à tout le monde, qu'Isaiah Thomas a montré qu'il pouvait faire progresser cette équipe, il lui reste encore 1 an de contrat et Indiana a beaucoup d'espoir pour la saison à venir. Sauf qu'1 mois et demi après cette défaite, Larry Bird revient dans l'Indiana comme responsable des opérations de basket, un poste que le propriétaire des Pacers lui avait proposé lors de son départ en 2000. Et tout d'un coup, l'histoire devient beaucoup plus intéressante avec la possibilité de voir Isaiah Thomas et Larry Bird travailler ensemble, eux les anciens ennemis des années 80. Bon, évidemment, ça crée aussi un peu de méfiance entre les deux hommes, et ça, on le voit dès le 11 juillet 2003, lors de la conférence de presse de présentation de Bird, où il n'y a aucun sourire, il faudrait voir leur tête,
entre Bird et Isaiah Thomas lors de leur serrage de main. Bird dit rapidement qu'il a hâte de travailler avec Isaiah Thomas, mais en fait, il n'est pas tellement honnête, puisque dès son retour, les rumeurs sur un changement de coach apparaissent. Les médias d'Indiana ont d'ailleurs même le nom de celui qui sera le futur remplaçant d'Isaiah Thomas. Ce sera Rick Carlisle, qui est l'ancien coéquipier de Bird du temps des Celtics et son ancien assistant lors de son premier passage à Indiana. Et ça tombe bien, puisque Rick Carlisle vient juste de quitter les Pistons. En fait, la presse se demande même si Bird va attendre les premières défaites ou s'il va virer Isaiah Thomas avant le début de saison. Et on a la réponse, le 28 août 2003, à peine un mois après sa prise de fonction, Bird licencie officiellement Isaiah Thomas. Bird a beau dire qu'il n'était pas revenu avec cette idée de changer d'entraîneur, personne n'y croit vraiment. Et pour justifier ce licenciement, il explique qu'ils se sont parlé 2 fois, une fois lors d'une réunion et une fois au téléphone, et que la communication n'a pas vraiment été bonne, ce qui fait un argument un peu léger. Côté Isaiah Thomas, bien sûr, l'ambiance est bien différente. L'ancien joueur des Pistons est déçu de ne pas avoir la chance de travailler avec Bird, et surtout déçu que Bird ne se soit pas donné l'occasion de le connaître. Et encore une fois, Isaiah Thomas est exclu d'un projet pour des raisons complètement étrangères au cadre strict du basket. Pendant ses 3 ans comme coach d'une équipe en reconstruction, les Pacers ont quand même un bilan positif de 131 victoires pour 115 défaites, et surtout Isaiah Thomas a l'amour de ses joueurs. Jermaine O'Neal, donc clairement le meilleur joueur des Pacers en 2003, est par exemple furieux quand il apprend la nouvelle. Lui, il vient juste de prolonger son contrat avec les Pacers avec la garantie qu'Isaiah Thomas serait son coach. Et O'Neal dira ensuite qu'il n'aurait carrément pas signé avec Indiana cette saison s'il avait su que Thomas serait licencié. Bref, Isaiah Thomas ne restera pourtant pas longtemps au chômage. Le 22 décembre 2003, James Dolan, le propriétaire des Knicks, lui offre le poste de président des opérations basket de la franchise. Isaiah Thomas retrouve le poste qu'il avait eu à Toronto, mais encore une fois, c'est un gros défi qui l'attend. New York ne tourne vraiment pas bien depuis plusieurs saisons. Ça fait 2 saisons que l'équipe ne va même plus en play-off, et globalement, tout le roster n'est composé que de vétérans, on va dire tout juste moyens, qui ne vont absolument nulle part. Alors pour rajeunir l'équipe, Isaiah Thomas fait venir de suite Stephon Marbury, All-Star la saison précédente, et en plus contre pas grand-chose, ce qui est un bon premier mouvement. Marbury est en plus un pur produit new-yorkais, ce qui fait plaisir aux fans, et avec lui, les Knicks retrouvent immédiatement les playoffs. La suite va être un peu moins heureuse. Au niveau sportif, New York ne confirme pas, avec 33 victoires seulement pour 49 défaites, et en coulisses, Isaiah Thomas enchaîne plusieurs mauvais choix. Soit il donne des contrats trop longs à des joueurs moyens, comme avec Jerome James, 30 millions sur 5 ans alors qu'il a déjà la trentaine, soit il monte des échanges où il se dépouille beaucoup trop, comme lorsqu'il fait venir Eddie Curry contre plusieurs joueurs, mais surtout avec un gros paquet de choix de draft, dont 2 choix de premier tour qui deviendront par la suite Joakim Noah et Lamarcus Aldridge. Mais tout de suite un bémol, déjà à l'époque les choix de draft n'avaient pas l'importance qu'ils ont aujourd'hui, et surtout Isaiah Thomas n'imaginait pas que son équipe serait dans la loterie les années suivantes. Il ne pouvait pas non plus savoir qu'Eddie Curry ne commencerait que 208 matchs avec les Knicks en 5 ans et qu'il passerait ses saisons à gérer les blessures et les problèmes extrasportifs. Bref, après avoir recruté Curry et James, Isaiah Thomas tente le tout pour le tout en mettant le paquet sur Larry Brown qui devient le nouveau coach de la franchise. Brown sort quand même de 2 finales de suite avec les Pistons justement. Il a été capable de gérer les gros caractères à Détroit, donc il est l'homme qui peut rattraper les Knicks. Alors attention, il coûtera quand même 60 millions de dollars avec son contrat de 5 ans à New York. Et dès le début, ça commence très mal avec la recrue Jerome James qui arrive au training camp avec des kilos en trop et d'ailleurs qu'il ne perdra jamais. Larry Brown ne plaisante pas du tout avec ça et James ne joue que 9 minutes par match pour 3 points de moyenne cette saison-là. Et je vous rappelle son salaire, 30 millions de dollars sur 5 ans. La méthode old school de Larry Brown ne passe pas non plus avec Stephon Marbury qui est en conflit constant avec son coach. Au cours de la saison, le staff lui demande d'ailleurs même de ne plus se présenter aux entraînements à cause de la mauvaise influence qu'il peut avoir sur les jeunes. Et cette saison-là est une catastrophe. L'équipe est encore pire avec Larry Brown qu'elle ne l'était avec le précédent coach Lenny Wilkens. Donc Isaiah Thomas
prend la décision de chambouler l'équipe à la deadline de février. Coup sur coup, il récupère Jalen Rose et Stevie Francis, censés être les nouveaux leaders de l'équipe. Mais en faisant ça, Isaiah Thomas commet 2 erreurs. D'abord, il recrute encore des joueurs extérieurs alors qu'il a déjà Marbury, Jamal Crawford, Nate Robinson ou Quentin Richardson. Et ensuite, il plombe les finances de New York sur le long terme puisque Francis et Rose ont d'énormes contrats alors que les pièces envoyées pour les récupérer, à savoir Antonio Davis, Trevor Ariza et Penny Hardaway, étaient eux en contrat expirant. Mais bon, ça c'est un classique de New York, ne jamais prendre le temps de la reconstruction, Isaiah Thomas ou pas. Bien sûr, ces trades ne changent rien et New York enchaîne même 22 défaites sur les 28 derniers matchs de la saison. Sur l'année complète, Larry Brown n'a réussi à gagner que 23 pauvres matchs. Et c'en est trop pour James Dolan, le propriétaire, qui reprend la main et qui décide de virer Larry Brown à l'été 2006 après 1 an alors qu'il lui reste encore 4 ans de contrat. Et qui va remplacer Larry Brown dans ce bourbier ? Isaiah Thomas, bien sûr. Le GM Thomas est celui qui a choisi ses joueurs et il descend sur le terrain pour assumer ses choix. Alors c'est peut-être une question d'ego, mais en tout cas on ne peut pas lui reprocher de ne pas prendre ses responsabilités. Et donc pendant 2 saisons, 2006-2007 et 2007-2008, Isaiah Thomas va porter la double casquette de GM et de coach. Et soyons francs tout de suite, ça va mal se passer. Ouais, il y a un truc bizarre qui se passe. Ouais. Bizarre. Ouais, tout ça va mal finir, Cliff. Surtout que l'histoire commence très très mal. Vous vous souvenez de Malice at the Palace que je vous avais raconté dès l'épisode 2 des Chroniques de Motor City. Eh bien, Isaiah Thomas et ses Knicks nous en font un remake en décembre 2006. On se trouve à la toute fin d'un match entre les Knicks et les Nuggets et c'est le Denver de George Karl qui domine largement New York. Sur une contre-attaque de J.R. Smith, Mardy Collins des Knicks le pousse violemment alors qu'il allait marquer. Ça part en affrontement entre plusieurs joueurs, notamment Nate Robinson, Carmelo Anthony ou Jared Jeffries. Et pour les intéressés, je vous mets la baston en description de ce podcast, mais sachez que c'est quand même assez spectaculaire. Et là où ça devient gênant pour Isaiah Thomas, c'est que ce serait lui qui aurait indirectement causé cette bagarre. Isaiah Thomas en avait marre de se faire humilier par les Nuggets et a demandé à son équipe de jouer très très dur, quitte à faire des fautes graves. Et s'il a demandé ça, c'est parce qu'il en voulait à George Karl qui laissait volontairement ses meilleurs joueurs en fin de match, à savoir Carmelo Anthony, André Miller, Eduardo Herrera, Marcus Camby et J.R. Smith, alors que Denver avait match gagné depuis longtemps et que New York faisait tourner. Et d'après les rumeurs, si George Karl agissait comme ça, c'est parce que de son côté, il voulait humilier Isaiah Thomas qui venait de virer son grand ami Larry Brown. Voilà, bref, il y a eu des suspensions des deux côtés et Thomas a été une nouvelle fois ramené à son image de bad boys, ce qui est un petit peu déplorable. Cette saison-là, les Knicks gagnent 33 matchs, soit quand même 10 de plus que la saison précédente, mais évidemment ça reste encore beaucoup trop faible. La seule satisfaction de la saison, c'est Eddie Curry, enfin avec son 20 points et 7 rebonds de moyenne, mais le problème, c'est qu'il se ramène ensuite au training camp de la saison d'après hors de forme, avec beaucoup trop de kilos en trop au compteur. Et encore ça c'est rien par rapport à l'autre affaire qu'Isaiah Thomas doit affronter avant sa 2e saison comme coach des Knicks. Effectivement, en octobre 2007, Isaiah Thomas est jugé pour harcèlement sexuel à la suite d'une plainte qui date de janvier 2006, déposée par Anusha Brown Sanders, une employée de la franchise. Au tribunal, le jury déclare Isaiah Thomas et l'entité Madison Square Garden responsables de harcèlement sexuel, mais c'est important de le préciser, seule l'entité Madison Square Garden est condamnée à payer 11,6 millions de dollars en dommages et intérêts. Évidemment, avec ce procès, Isaiah Thomas n'a pas du tout la tête au basket et en plus, il rate physiquement la majeure partie du training camp. Plus globalement, sa 2e saison comme coach est absolument horrible avec plusieurs problèmes relationnels qu'il a avec Eddie Curry ou Stephen Marbury. Isaiah Thomas perd d'ailleurs le contrôle du vestiaire et le 2 avril 2008, à 10 jours de la fin de saison, Donnie Walsh est embauché pour le remplacer en tant que président des opérations de basket. Assez logiquement, quelques jours plus tard, Isaiah Thomas perd aussi son poste de coach des Knicks
et c'est la fin de 5 années très très compliquées pour lui. Il est arrivé à New York avec des Knicks catastrophiques qui n'avaient que très peu de marge de manœuvre et quasiment chaque mouvement qu'il a essayé de faire a échoué. Isaiah Thomas a essayé ensuite de sauver les meubles en allant coacher l'équipe. Il a montré quelques bonnes choses, mais la situation était déjà beaucoup trop pourrie. Bon voilà, c'est difficile de rebondir après ça, mais il reste encore 2 autres expériences dans la post-carrière d'Isaiah Thomas dont j'ai envie de vous parler. Et la première, c'est son passage à l'université de Florida International en NCAA. 1 an après la fin de son expérience aux Knicks, Isaiah Thomas accepte de redescendre de l'échelle pour aller coacher à l'université. Et pour prouver qu'il n'est pas venu pour l'argent, il décide de reverser l'intégralité de ses salaires à la fac. Isaiah Thomas a aussi choisi une fac qui ne figure pas parmi les cadors, puisque les Golden Panthers n'avaient pas eu de campagne positive depuis la saison 99-2000 et qu'ils étaient classés 329e sur 344 programmes masculins de NCAA. Et l'histoire entre Thomas et Florida International a duré 3 ans, pour un bilan quand même assez faiblard de 26 victoires pour 65 défaites. Alors, pas la meilleure réussite bien sûr, mais n'oubliez pas que la fac ne gagnait déjà pas grand-chose avant l'arrivée d'Isaiah Thomas. Et le meilleur exemple, c'est le nombre de joueurs sortis de l'université de Florida International passés ensuite par la NBA. Eh bien, il y en a seulement 2, Raja Bell en 99 et Carlos Arroyo, ancien Piston d'ailleurs, en 2000. Par contre, côté relationnel, Isaiah Thomas avait noué de très bonnes relations avec ses joueurs. De'Ron White, meilleur marqueur de l'équipe à l'époque, expliquait qu'Isaiah Thomas les avait vraiment aidés en tant qu'homme. Et le meneur de jeu Tanner Wozniak, lui, a écrit sur Twitter le jour du départ de son coach qu'il ne s'était jamais senti aussi perdu de sa vie. Et de son côté, Isaiah Thomas a considéré que pour la première fois, il était licencié pour des raisons liées au basketball. Je vous en avais parlé plus tôt, mais effectivement, il est parti de Toronto parce qu'il avait essayé d'acheter l'équipe. À Indiana, Larry Bird lui a fait payer les vieux comptes. Et à New York, c'était autant lié au basket qu'aux affaires hors terrain. Voilà, c'était donc vraiment la première fois que Isaiah Thomas n'avait pas répondu présent au niveau du basket. Et encore que Florida International avait déjà de mauvais résultats. Et maintenant, place à la toute dernière expérience d'Isaiah Thomas, son passage au New York Liberty en WNBA. En fait, Isaiah Thomas n'est jamais vraiment parti de New York. Même après son départ comme coach en avril 2008, il est resté dans un rôle de conseiller. C'est lui, par exemple, qui a aidé les Knicks lors de plusieurs free agency et lors du recrutement d'Amares Stoudemire, Donnie Walsh, celui qui l'a remplacé comme président des opérations basket, l'avait publiquement remercié pour cette venue. Et en mai 2015, James Dolan, le patron des Knicks, mais aussi du New York Liberty, donc en WNBA, a offert à Isaiah Thomas le poste de président de l'équipe. Et c'est le premier job de Thomas dans le sport féminin, ce qui a d'ailleurs fait quelques vagues après le procès de 2007, mais de son côté, Isaiah a expliqué qu'il n'avait pas été condamné et qu'il avait toujours clamé son innocence. La première saison d'Isaiah Thomas avec le Liberty se passe très très bien. Avec Thomas à la direction et son ancien coéquipier Bill Laimbeer comme coach, le Liberty réalise son meilleur démarrage depuis 2001 et finit avec le meilleur bilan de la ligue, 23 victoires et 11 défaites. Après 2 saisons précédentes en négatif, le Liberty a cette fois la meilleure défense et la plus faible adresse concédée, ce qui vaut à Bill Laimbeer de recevoir pour la 2e fois de sa carrière le trophée d'entraîneur de l'année. Kia Stokes et Brittany Boyd, les 2 joueuses qu'Isaiah Thomas a choisies à la draft, finissent 2e et 3e du trophée de rookie de l'année. Et Thomas a particulièrement participé au développement de Brittany Boyd, elle aussi meneur de jeu. Le Liberty perdra finalement en finale de conférence, mais après 2 ans où James Dolan, le propriétaire, avait abandonné l'équipe, où le front office était instable et où les joueuses étaient un peu livrées à elles-mêmes, la présence d'Isaiah Thomas fait beaucoup de bien à la franchise. Et avec Laimbeer jusqu'en 2017, le New York Liberty finira pendant 3 ans consécutifs à la tête de la conférence Est. Il n'y a pas de titre malheureusement à cause des playoffs WNBA très très disputés, mais Isaiah Thomas atteint enfin un niveau de succès qu'il n'avait jamais atteint, que ce soit avec les Pacers, avec les Knicks ou avec l'Université de Florida International. Et en février 2019,
James Dolan finit par vendre le New York Liberty à Joseph Tsai, propriétaire minoritaire des Nets, ce qui met définitivement fin à la mission d'Isaiah Thomas avec le Liberty, puisque lui, de son côté, il reste un employé de la Madison Square Garden Company. Pour conclure ce podcast, un mot sur quelque chose qui va nous plaire à nous, Français. En 2016, Isaiah Thomas est devenu l'importateur américain exclusif du champagne Shirlin, une grande maison de champagne située à Celles-sur-Ource. Outre la grande qualité de ces champagnes, qui ont gagné une double médaille d'or en 2018 lors de la New York International Wine Competition, Isaiah Thomas a aussi énormément travaillé pour implanter ce champagne auprès du public. Ça a été le champagne de la Convention nationale démocrate de 2016. Il est à la carte du Bellagio à Las Vegas. Il y a un partenariat avec plusieurs équipes NBA, dont les Pistons et les Suns. C'est le champagne du All-Star Game en 2020. Et finalement, le champagne Shirlin est devenu le champagne officiel de l'association des joueurs NBA. Et finalement, à la fin de ce podcast, on peut voir qu'entre son expérience à la tête des Raptors, son acquisition de la CBA, son coaching chez les Pacers, son passage chez les Knicks ou à Florida International ou au Liberty et sa récente collaboration avec Champagne Shirlin, Isaiah Thomas a toujours montré que quand il commence une affaire, il le fait à 100% et donne absolument tout ce qu'il a. Par exemple, son travail aux Raptors a certainement permis d'éviter un destin à la Vancouver. Il a lancé des joueurs comme Damon Stoudemire ou Jermaine O'Neal. Il a offert une exposition importante au New York Liberty et même à la WNBA. Et aujourd'hui, il est carrément en train de mettre les Américains au champagne. Et c'est sur ces mots que nous finissons notre podcast. Mais si jamais vous voulez débattre de la post-carrière d'Isaiah Thomas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou même si j'ai oublié quelque chose, je vous attends de ce pas sur Twitter pour en parler. En attendant, ce podcast et tous les autres sont à retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer et sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Si ce podcast vous a plu, si vous avez un appareil Apple à la maison, s'il vous plaît, prenez le temps de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts. Et sinon, simplement, comme d'habitude, parlez-en autour de vous à quelqu'un qui ne connaît pas encore les chroniques de Motor City, surtout avec cet épisode où finalement on a parlé de beaucoup d'autres franchises que les Pistons. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique.